La transgénèse, historique et glossaire. Qu'est-ce que la transgénèse? La transgénèse est une méthode d'obtention d'organismes transgéniques dont le patrimoine génétique a été modifié par l'introduction de gènes d'une autre espèce. Avant la transgénèse, on parlait alors de sélection. La sélection est pratiquée à travers les âges dès le début de l'Antiquité. Le peuple sumérien notamment a laissé des traces d'expéditions pour récupérer les meilleures semences et plants pour l'obtention de meilleures récoltes. Cette pratique apparaît avec la sédentarisation humaine au néolithique. Avec l'histoire, l'expansion humaine a répandu cette pratique dans l'agriculture. C'est une forme d'obtention d'espèces d'intérêt sans une manipulation directe de la génétique. La sélection telle qu'on la connaît viendra au XXe siècle, une fois les travaux de Mendel sur la génétique connus, car les processus de descendance seront clairement établis. Le croisement se fait généralement entre deux espèces portant des caractéristiques d'intérêt mais utiles. Elle prolonge la sélection et sera également plus élaborée avec la découverte des phénomènes génétiques. Le maïs actuel est une forme de domestication du théosinte, proche génétiquement mais différent en termes de morphologie. La première forme du maïs proprement dite est datée de 7000 ans avant Jésus-Christ au Mexique par les tribus amérindiennes. La plante est apportée en Europe par les conquistadors. La sélection est alors devenue la transgénèse dite naturelle. Dans la nature, il existe des échanges de matériel génétique étranger vers un individu qui cause des mutations, insertions ou délétions. Les infections virales, par exemple, peuvent intégrer une part de leur génome vers les cellules infectées. Il en va de même pour certains parasites ou bactéries comme l'agrobacterium qui peut transférer une partie de son ADN doté de gènes qui peuvent provoquer des tumeurs chez les plantes ciblées. Avant qu'on parle de transgénèse proprement dite, il y a eu plusieurs découvertes, telles que la découverte de l'ADN. Le 26 février 1869, le jeune Friedrich Miescher décrit une découverte capitale. Il a mis en évidence dans le noyau cellulaire une substance dont la composition chimique est différente de celle des protéines ou de toute autre molécule connue à cette époque. De fait, Miescher a manipulé pour la première fois de l'ADN. Rappelons que nous sommes à peine 4 ans après les travaux de Mendel sur les lois de l'hérédité, formulés sans que le moine n'ait la moindre idée de leur support matériel. Ce faisant, Miescher est le père fondateur de l'une des plus grandes révolutions scientifiques, celle qui, des décennies plus tard, bouleversera la compréhension de la vie et conduira à une nouvelle médecine. Quelques années plus tard, en 1928, Griffith décrit deux souches de pneumocoque, la souche R qui a un aspect rugueux et la souche S qui a un aspect plutôt lisse. D'après ses expériences, il suggère donc qu'il existe chez les cellules un facteur transformant, probablement libéré par la chaleur, susceptible d'être intégré par d'autres bactéries et qui leur confère de façon héréditaire de nouvelles propriétés génétiques. La nature du facteur transformant sera élucidée plus de 10 ans plus tard par Avery et ses collègues. La nature biochimique du matériel génétique mise en évidence par Griffith est élucidée en 1944 par les travaux d'Oswald Avery et de ses collègues Colin McLeod et Maclean McCarthy qu'ils mènent à l'Institut Rockefeller de New York. Ils reprennent les expériences de Griffith sur la transformation bactérienne et cherchent à purifier le facteur transformant du pneumocoque. Cette caractérisation prendra 10 ans et les conduit à montrer que ce facteur n'est autre que l'ADN. La communauté scientifique s'aperçoit enfin plusieurs années plus tard de la véritable révolution qu'engendraient les travaux de Franklin, Watson et Crick. Les biologistes de l'époque ont compris que l'ADN était le support de l'hérédité et ils savent aussi qu'elle se compose de 4 types de molécules plus petites appelées nucléotides et qui se distinguent par leur base azotée, A pour adénine, T pour thymine, C pour cytosine et G pour guanine. Franklin, Crick et Watson vont montrer que l'ADN possède une structure hélicoïdale en forme de double hélice. Au sein de cette double hélice, les bases apparaissent par paires A avec T, C avec G. Ces caractéristiques permettront de comprendre comment se copie et se transmet l'information génétique. Grâce à ces découvertes fondatrices, le code génétique peut désormais être décrypté. En 1968, Marshall Nirenberg, Argobin Khorana et Robert Hawley reçoivent le prix Nobel pour avoir démontré que les protéines sont produites à l'aide du code génétique. Ils ont découvert que des mots composés de 3 lettres A, T, C ou G appelés codons sont lus puis traduits en un des 20 acides aminés. Ces acides aminés sont alors ficelés ensemble dans l'ordre déterminé par la séquence d'ADN, puis arrangés sous forme complexe pour former une protéine spécifique. Ces importantes découvertes ont porté leurs fruits car on a réussi à faire de la transgénèse bactérienne pour la première fois en 1972. Paul Berg et ses collaborateurs de l'université Stanford
parviennent à insérer dans le génome de la bactérie Escherichia coli, rendu perméable par un traitement chimique à base de calcium, un fragment d'ADN du virus SV40. Ils réussissent ainsi pour la première fois ce qu'on appelle aujourd'hui le clonage d'un gène, à savoir sa multiplication à volonté dans une cellule bactérienne qui, de ce fait, est génétiquement modifiée. La transgénèse bactérienne réussie, il s'intéresse alors à la transgénèse végétale. Des plantes peuvent être régénérées assez facilement à partir d'une cellule somatique. La cellule végétale est donc apparue comme l'unité fondamentale dans le processus de la création d'une lignée de végétaux transgéniques. Sa propriété de totipotence lui confère, in vivo, dans des conditions contrôlées, la capacité de régénérer une plante entière. En revanche, la paroi cellulaire rigide, absente de cellules animales, constitue un obstacle au transfert de gènes qui est contourné par l'utilisation des bactéries du genre Agrobacterium possédant un système naturel de transfert de gènes aux cellules végétales. Les premières plantes transgéniques ont été obtenues dans les années 1980. Mais ce n'est pas tout. La transgénèse animale a été réalisée avec succès pour la première fois en 1982. Palmiter, Brinster et leurs collègues obtenaient des souris transgéniques exprimant très intensément le gène d'hormone de croissance de rat jusqu'au point de devenir géantes. Un transgène pouvait très bien fonctionner chez son hôte et modifier très significativement sa physiologie. Depuis ce premier résultat, les chercheurs se sont aperçus qu'il existe différentes techniques qui doivent être considérées espèce par espèce. Des souris génétiquement modifiées, les souris knockout, permettent, grâce à une modification génétique donnée, d'étudier le rôle d'un gène en observant les conséquences de son inactivation. L'étude du rôle d'un gène peut également passer. Mais qu'en est-il de l'éthique, du contexte social et des réglementations? 3 dates clés sont à retenir. En 1990, publication des directives européennes sur l'usage et la dissémination volontaire des OGM dans l'environnement. 1994, première autorisation de commercialisation donnée par l'UE à un plant transgénique, un plant de tabac résistant au bromoxynil. Première commercialisation d'une tomate transgénique à une maturation lente aux États-Unis. 1996, l'UE approuve l'importation et l'usage du soja Roundup Ready de Monsanto dans des produits destinés à l'alimentation des humains et des animaux. Concernant les considérations éthiques, le problème éthique fondamental de la transgénèse est celui de savoir si l'homme peut s'autoriser à modifier génétiquement les organismes vivants pour quelque raison que ce soit. Très peu de gens s'opposent à une telle pratique en soi. Le contraire serait peu logique quand on considère toutes les modifications génétiques déjà apportées par la sélection classique. La modification génétique des plantes ne pose pas les mêmes problèmes éthiques que celle des animaux, puisque les premières sont dépourvues de système nerveux et donc de souffrance au sens où l'on entend pour les animaux et l'homme. On peut donc classer les animaux en 3 classes. Les animaux qui servent à des recherches fondamentales, les animaux donneurs d'organes ou producteurs de protéines médicaments, les animaux d'élevage qui sont produits en grand nombre. Les progrès effectués dans les techniques de transfert de gènes aux animaux peuvent laisser penser que celui-ci deviendra possible pour l'espèce humaine. C'est en principe le cas depuis 1980, date à laquelle les toutes premières souris transgéniques ont été obtenues. La transgénèse permet l'échange de matériel génétique sans tenir compte des barrières entre espèces. Or, celles-ci ont des significations symboliques fortes, tant culturelles que religieuses. On peut alors parler de transgression de l'ordre naturel, argument auquel on rétorque que changer un petit nombre de gènes dans un ensemble génétique qui en comptait de milliers ne viole pas l'intégrité de l'espèce. Pour ce qui est de l'avis du public, dans toutes les enquêtes comparatives sur la perception des biotechnologies dans le monde menées par l'université de Tsukuba au Japon, les transferts de gènes de plante à plante sont apparus les plus acceptables, ceux d'animal à animal moins acceptables, tandis que ceux d'animal à plante ou d'homme à animal sont apparus les moins acceptables. Selon l'Eurobaromètre, les Européens se posent la question de l'utilité des OGM. Aux États-Unis, le public et agriculteurs se montrent de plus en plus sceptiques, si bien que les prévisions d'emblavement en maïs transgénique sont estimées à la baisse. Un peu partout dans le monde, l'inquiétude grandissante des consommateurs vis-à-vis des OGM a contraint l'industrie agroalimentaire à prévoir des filières non OGM. Ces dernières années, les OGM ont été l'objet d'une vive contestation internationale. Quels sont les risques liés à la transgénèse? Les principaux risques dénoncés par les adversaires de propositions alimentaires comportant des organes génétiquement modifiés sont le risque sanitaire et le risque environnemental. Concernant le risque sanitaire, divisé en 2 catégories, celles liées aux biorésistances et celles liées aux allergies. Pour ce qui est des risques liés aux biorésistances, l'utilisation dans les processus transgéniques des gènes marqueurs de résistance aux antibiotiques pose le problème des risques d'un transfert de gènes aux bactéries du système digestif. Même si ce risque est jugé très faible, les effets du gène des plantes sur l'écosystème bactérien de la digestion humaine sont encore très peu documentés. L'utilisation de ces gènes marqueurs sera interdite à partir de 2005.
Par contre, les risques liés aux allergies est dû au fait que le risque allergique peut être accru en cas de transgénèse par deux facteurs. Les gènes transférés peuvent coder pour des allergènes non présents dans la plante initiale ou les gènes peuvent produire des protéines activant des allergènes contenus dans les plantes. Concernant les risques environnementaux, la plupart des personnes entendues sur ce point s'accordent à reconnaître que les risques environnementaux liés à l'emploi d'OGM sont réels et qui ne sont pas actuellement maîtrisés et de ce fait, on a une montée de résistance aux herbicides qui peut être de deux ordres. Soit les plantes génétiquement modifiées peuvent devenir des plantes invasives, soit les plantes génétiquement modifiées peuvent persister dans certains cas d'une année à l'autre en dépit des rotations de culture. Ce qui fait que ces résistances aux herbicides peuvent se transmettre soit par diffusion du gène de résistance à des plantes parentes, soit par le couplage de leur ensemencement avec l'utilisation d'un herbicide unique à large spectre qui peut susciter l'apparition de résistances naturelles. Les conséquences sur l'environnement sont de trois types. Le risque d'une dissémination sur les cultures non OGM et en particulier sur l'agriculture biologique. À titre d'illustration, une étude publiée dans la revue Science en octobre 2003 a fait état d'une contamination par soja transgénique le long des 316 km des canaux de la campagne anglaise à des taux variant des plants sur 10 000 à 2 plants sur 100. Les atteintes à la biodiversité et aux écosystèmes. Les études menées depuis 1999 à l'instigation du gouvernement britannique sur 260 champs et 3 espèces de cultures OGM, maïs, colza, betterave, font ainsi apparaître que les cultures OGM de colza et de betterave ont des impacts importants sur la faune et la flore. L'impact des cultures de maïs OGM serait positif, étant toutefois précisé que l'herbicide associé à cette expérience n'est pas le même que celui utilisé dans les cultures traditionnelles et ne permet donc pas de valider les conclusions de l'étude sur ce point. Des pressions indirectes sur les pratiques agricoles, d'épandage de pesticides et d'insecticides, comme dans l'exemple du bt naturel utilisé par l'agriculture biologique. Mais qu'en est-il du futur ? Tout commence en 2012 lorsqu'une Française, Emmanuelle Charpentier, et une Américaine, Jennifer Doudna, inventent les ciseaux à découper l'ADN. Elles sont alors présentées comme une avancée majeure de ce début de siècle. Ces co-découvreuses collectionnent les prix et sont régulièrement annoncées pour un Nobel. Il faut dire que ces découvertes pourraient permettre de traiter des cancers et des maladies génétiques jusqu'ici incurables. CRISPR-Cas9, c'est l'association des brèves d'ARN de l'ADN à une seule hélice qui sert de guide à une enzyme Cas9 permettant de couper, remplacer, inactiver, modifier le gène que l'on cherche à atteindre. Certains scientifiques ont déjà mis leur idée en pratique sur les animaux. Une équipe chinoise a donné naissance à des chiens nés avec le double de leur masse musculaire habituelle. Aux États-Unis, une entreprise du Minnesota a créé des vaches laitières sans cornes. De leur côté, des chercheurs californiens ont réussi à améliorer la vision chez des rats atteints d'une forme de cécité d'origine héréditaire. À chaque fois, l'utilisation. Après les animaux, les laboratoires ne vont pas tarder à faire leurs premières applications à l'homme. En novembre 2016, une équipe chinoise a annoncé des premiers essais dans le cadre d'un traitement contre une forme de cancer. Mais la puissance de l'outil commence à susciter des inquiétudes. En avril 2015, une équipe chinoise s'est en effet servie de CRISPR-Cas9 pour tenter de modifier le génome d'un embryon humain. Première mondiale, cette modification du patrimoine héréditaire de l'espèce humaine contrevient à la Convention d'Oviedo. Car, même s'il s'agit comme ici de prévenir le développement d'une maladie génétique, modifier le génome d'un embryon humain, c'est aussi modifier celui de ses futures cellules sexuelles, et donc de toute sa descendance potentielle. La question qu'on se pose, CRISPR-Cas9 ouvrirait-elle donc la porte à l'eugénisme ?